Je suis parti alors. Donc je vous raconte ce qu'on fait ici depuis 4 ans pour robotiser des voiliers. Le plan du petit exposé, c'est je montre notre système de modules interconnectés. Qu'est-ce qu'on fait avec, à quoi ça sert, et comment on arrive après à produire des choses au Fab Lab, quels sont les outils, et vite fait montrer 2-3 trucs qui bougent à la fin, une démonstration. Alors, les modules interconnectés, l'idée c'est on avait des problèmes à communiquer entre plusieurs trucs. Quand on voulait rajouter quelque chose à notre système, c'était toujours compliqué. On devait trouver un autre connecteur, un autre branchement sur l'électronique en dessous. Et ça se compliquait. Et après 1 an ou 2 de galère à câbler, on est arrivé au truc que tous les éléments deviennent des modules avec des connexions identiques et qui sont capables de communiquer entre eux avec un câble bus. Et après, on imprime là-dessus un comportement. Donc en module, on a jusqu'ici des vérins. Là, on voit 2 vérins, on voit des joysticks pour commander autre chose. Et la grosse boîte avec plein de connecteurs, là-dedans, il y a typiquement une batterie et de l'interconnexion, que tous les modules puissent parler l'un à l'autre. Et du coup, ça fait un peu un nœud central, mais il n'y a rien dedans à part la batterie et du câblage. Et alors, un module, ça se construit, c'est un moteur, un vérin, un capteur, un joystick, un quelque chose, un capteur tête de main de direction de vent, un GPS, quelque chose comme ça, plus toujours un Arduino. Et on a produit des Arduino spécialisés pour cette affaire-là, qui ont donc une partie Arduino compatible, plus un shield bus CAN, plus une alimentation 12 volts qu'on utilise sur les bateaux. C'est très courant, les batteries en plomb, les grosses batteries, c'est facile à trouver et souvent on n'a pas besoin de s'en occuper, on se branche là-dessus. Donc on a pris au début ce qu'on voit à gauche, un Arduino avec le shield CAN. C'est relativement gros et relativement cher. On a refait tout ça dans une toute petite carte, c'est la nôtre à gauche, à droite. La petite qui est compatible et qui se programme exactement pareil. Les gens qui ont appris à faire du Blink, ils sont capables d'apprendre à programmer ces cartes-là. Et avec les bibliothèques qu'on prépare, même la communication par bus CAN devient simple comme du Blink. Donc on peut dire, on voit la valeur du joystick à toutes les autres cartes. Il y a une carte qui va voir que la valeur du joystick a bougé et va réagir à ça. Et j'arrive donc à mon deuxième point du plan. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc le système est modulaire et en plus open source, facilement modifiable, programmable comme n'importe quel Arduino. Et donc c'est utilisable pour de l'handicap moteur, pour automatiser des voiliers au joystick pour des gens en situation de handicap moteur. La spécificité des handicaps, c'est que tout le monde est différent. Il y en a qui utilisent que la main gauche, qui utilisent que le pied, qui ont des mouvements très grossiers au joystick, qui ne sont pas capables de faire des mouvements fins. Donc il y a toujours des trucs à adapter. On change un petit peu. Et du coup, c'est donner aux utilisateurs ou aux gens autour, dans l'entourage des utilisateurs, la possibilité de changer. L'open source aide. On donne tout ce qu'on a fait et eux ils rajoutent, ils enlèvent et ils modifient ce qu'ils veulent. Donc ça c'est la première application de ce système-là. Ça a servi un tout petit peu aussi pour faire un drone à voile. Donc un mini-J, c'est un petit bateau de 3,65 m, on navigue tout seul dedans. On a mis là-dessus des treuils de voile et une barre électrique, ça veut dire on règle séparément les 2 voiles. Et la barre, et si on rajoute un capteur de vent, un capteur de gîte, il y a des têtes de main qui ont tous ces capteurs en un compas qu'on met sur un autre module de ce bus. On peut programmer tout le système pour se comporter complètement autonome dans un waypoint. On dit au bateau tu dois aller là et lui il va louvoyer
tout seul pour arriver à ce point-là. On peut lui faire des tâches autonomes qui peuvent servir après à relever des profondeurs tout seul, à faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un à bord. Donc on a fait un démonstrateur de ça pendant la Coupe du Monde de voile robotique qui a eu lieu l'année dernière au mois de septembre, il y a un an, ici à Brest. Et le bateau a navigué avec la mécanique, avec le bus en place. La partie autonome, on n'a jamais fait marcher, le programme de l'ordi n'était pas prêt, mais on a réussi à télécommander le système. En gros, on a mis un nœud avec un récepteur de télécommande, comme ils sont là-bas utilisés pour les hélicoptères, pour tous ces modèles-là. On peut rendre ce bateau-là juste en rajoutant un récepteur télécommande à un bateau télécommandé. Donc, il y avait des gens qui venaient du télécommandé, qui ont télécommandé pour la première fois un voilier de 3,65 m et qui étaient tout contents. Après, il y a un système qui est parti dans un labo de recherche, LabStick, ici entre Brest et Lorient. C'est un labo partagé entre l'UBO, l'UBS et Télécom Bretagne. Et là, il y a un certain Goulven Guillou qui a fait une thèse sur les pilotes automatiques. Et donc, il a développé ses propres algorithmes de pilotage et qui n'a pas réussi pendant la thèse à passer de la simulation à un vrai bateau. Il a commencé maintenant à installer nos modules sur un voilier de régate, un J96 ou quelque chose comme ça, un bateau de régate qui navigue ici en rade de Brest. Et il manque encore l'interface de puissance pour le vérin et il va porter tout son logiciel de la thèse sur notre système pour tester finalement en vrai sur un bateau de 9 mètres et quelques son algorithme. Et voilà, c'est 3 exemples. Vous avez peut-être d'autres idées une fois que vous avez vu les manips à la fin, ce qu'on peut faire avec un tel système. L'exemple, là je vous les montre juste une vidéo. Je m'approche ou je m'éloigne du microphone? Je suis plus proche. Je vais essayer de lancer la petite vidéo. Et où le vidéo ici? Plus qu'un. Donc là, c'est un bateau de 9 mètres et quelques en alu qui a été construit par une école dans le Jura avec des trappes d'accès des deux côtés pour rentrer en fauteuil roulant. Donc ils ont un ponton qui est à niveau. On rentre les fauteuils. Le fauteuil est sanglé sur le bateau, donc il reste en place. Et le gars sur le fauteuil, il s'appelle Fabrice Caquière, c'est un tétraplégique qui a, je dirais des conneries, du C4 ou du C5, quelque chose comme ça. Il est coupé au niveau du 4e, 5e vertèbre. Il ne peut pas lever ses bras comme ça. Il a un tout petit peu de mouvement encore dans les bras. Et il arrive à utiliser le joystick si quelqu'un lui met la main sur le joystick. Et c'est lui qui pilote le bateau là. Donc il prend dans un équipage le poste du barreur. Et il s'amuse. Là, ce jour-là, il y avait un peu de vent, ça commence à être intéressant au niveau voile. Et la barre bouge tout seul, on voit le gros volant, la grosse barre à roue, il faut dire, à bouger. Et c'est lui qui fait. Et c'est quelqu'un qui essaye ce système-là sur plein de bateaux, on l'installe en volant comme ça. Sur ce bateau-là, c'est une pompe hydraulique qui était installée pour un pilote automatique normal. Et on a mis juste notre calculateur sur le système, ce qui permet de bouger la barre et de faire la même chose. Et il est capable de faire des manœuvres aussi puissantes qu'un empannage, par exemple Oui, on a... Alors, oui. Non, pour qu'on sente bien la barre, on s'est rendu compte relativement vite qu'on a besoin de mouvements de barre plus rapides qu'un pilote automatique normal. Donc sur ce bateau-là, on a pris la pompe hydraulique, elle a été renvoyée chez le Comble Schmidt, le constructeur. Ils ont changé le cœur de la pompe, elle a 2 fois plus de débit et on barre 2 fois plus vite qu'un pilote automatique normal serait capable de le faire. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Sur ce bateau-là, il n'y a rien. On fait mieux que le pilote automatique. Souvent, sur les petits bateaux, ce qui arrive, c'est qu'on est limité
avec les mécaniques de pilote automatique, quand on récupère des pilotes automatiques normales, on est un peu limité en angle de barre. Donc ça suffit pour toute manœuvre dehors, des virements, des empannages, aucun problème. Ça peut être gênant dans les manœuvres de port. Et moi je dis de toute façon, faire les manœuvres de port avec ces machines-là, au moment où ça tombe en panne, on rentre tout de suite dans le ponton, dans un autre bateau. C'est pas forcément conseillé. Vient là-dessus que ça se fait des fois en reculant. Il ne peut pas tourner sa tête, donc c'est pas très pratique de toute façon. Voilà, je vais essayer de revenir à mes transparents et arrêter celui-là. Ça, j'ai montré. Alors, troisième paragraphe, troisième partie de l'exposé, prototypage, fabrication Fab Lab. Qu'est-ce qui est Fab Lab là-dedans? Il y a deux domaines d'application du Fab Lab. C'est la découpe par machine CNC, c'est la fraiseuse. Et c'est l'assemblage de CMS, ça veut dire composants montés en surface. C'est les technologies des cartes électroniques où on pose les composants simplement dessus. Et il n'y a plus de trous traversants où on met les résistances dedans. Ça, c'est quelque chose qui se fait, Vincent va me corriger, je dirais depuis 20 ans à peu près. Et ça fait des composants plus petits, c'est plus facile à souder, mais ça fait un peu peur aux amateurs au début. Mais au Fab Lab, on est équipé pour placer ces composants-là à la main en rework. Ça veut dire on enlève un, on remet un, on les met un par un. On a une pompe doseuse pour la pâte à souder, donc on met une petite goutte, on pose le composant et on change. Et il y a depuis 3-4 mois la machine Pick and Place qui peut prendre les composants de bandes, de magazines, de composants et les poser. On pose la carte entière en 2 minutes. Là, je chamboule mon plan, c'est pas bien. Ce que je voulais montrer, c'est la pièce. Ça, c'est la pièce modélisée avec un logiciel qui s'appelle OpenS4, mais ça peut être AutoCAD, SketchUp, ce qui vous vient à l'esprit, Blender peut-être. Et ça sort de la machine. C'est coupé dans des plaques plates. Et je vais le faire passer. Et on a les mêmes structures qui sont dessinées sur l'écran. Et ils apparaissent dans le plastique. Et c'est du POM, ça s'appelle, du Delrin. C'est un plastique relativement costaud qui s'approche de l'alu au niveau solidité, mais qui est beaucoup plus facile à usiner et qui a l'avantage pour ces applications-là de ne pas rouiller. Donc ça reste dehors sans se détruire. Et dans ce cas, oui, l'UV, ce plastique-là n'est pas idéal, mais ça ne reste pas assez longtemps en place pour être gênant. Par contre, le problème de l'électrolyse, l'axe qui va là au milieu, c'est de l'inox. Il n'y a pas de choix, il faut que ça soit assez solide. Donc c'est en acier inox 316L. On ne pourrait pas mettre une poulie alu dessus sans avoir une séparation en plastique quelque part. C'est exactement ce problème-là. J'ai avancé un peu mon histoire. Là, c'est le pick and place. On a la machine là-bas. C'est la machine qui pose les composants sur la carte. C'est la deuxième grosse partie où c'est intéressant d'avoir un Fab Lab ici. Je faisais ça à la main avant à la maison. Et si on a l'occasion de jouer avec cette machine-là, c'est très plaisant. C'est plus agréable de le faire automatiquement. Si vous voulez, je peux montrer vite fait la vidéo de la machine qui fonctionne. Vous voulez voir ça? J'essaye. Une fois qu'on l'a utilisé, on se dit pourquoi on n'avait pas pensé avant. Ça crée le besoin. Bon, ça c'est bluffant quand même. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une démo. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'il va me montrer tout l'écran? Voilà. Donc là, la machine, elle prend un composant dans la bande, elle l'aspire et le pose sur la carte. Là, on en fait deux à la fois.
Alors, je vais essayer de décomposer. Il y a une petite aiguille qui sort de la tête pour avancer la bande. Elle prend dans un trou. Après, elle aspire un composant. Elle le tourne dans la bonne direction. Elle le pose sur la carte. Alors, si je fais en direct, là, elle avance la bande, elle aspire, elle tourne et elle pose le composant. Elle avance la bande, elle aspire le composant, elle le tourne, elle le pose sur la carte. Et là, la machine, elle tourne entre 20 et 30% de sa vitesse normale. C'est pour la démo. Donc on voit après, ça fait clac, 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 clac. Il pose très vite les composants. Donc on a du mal à suivre après, à charger la machine, à souder les cartes. Il faut les chauffer après pour les souder. Voilà les deux parties. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Fab Lab? Donc on arrive avec un peu de logiciel, avec la mécanique au Fab Lab, avec l'électronique au Fab Lab, à faire des prototypes, des mini-séries de produits relativement complets. J'arrête ça. Du coup, avec ce système-là, il faut d'abord mettre la pâte à souder avant de mettre les composants. Et maintenant, avec les découpeuses laser, on peut faire facilement les masques qui permettent de déposer la pâte en un coup de raclette. Donc c'est aussi un gain de temps énorme plutôt que de le déposer avec la pompe doseuse comme c'était fait jusqu'à présent. Et on a tout ça en route. Il y a une carte en train d'assemblage sur la machine en bas. Elle est chargée. On peut vous montrer les masques. Si ça intéresse quelqu'un, venez discuter. On vous montre. La machine est à 20 mètres d'ici. Je suis revenu à quoi là? C'est pas vraiment ce que je voulais. Ah, c'était la vidéo. Je reviens à celui-là. Ça, je vous ai dit. Alors, démonstration. Il y a deux systèmes ici. Ça, c'est un tout simple qui fait que de la barre. Quelqu'un peut venir me tenir ça, s'il vous plaît? Donc, c'est un vérin qui vient d'un pilote automatique. Et dessus, monté en une pièce qui est imprimée 3D d'ailleurs. Je recommence. Là-dessus, il y a monté un potentiomètre qui fait capteur d'angle de barre, qui donne donc la position de la barre, ce qui permet de revenir toujours au milieu. Après, le joystick, c'est un joystick un axe. C'est mieux avec lumière. Non, laisse allumer, c'est bien. Et du coup, on peut suivre le joystick qui fait qu'un seul axe. Ce n'est pas un joystick comme on a l'habitude qui tourne en deux directions. Il suit tout simplement le mouvement. Ça veut dire le machin se comporte comme une barre franche. Les gens aiment souvent pas les barres à roues parce que c'est trop indirect. Et avec ça, on arrive à sentir la barre. On a testé une nouvelle version au Salon de La Rochelle cette semaine où ça va encore un tout petit peu plus loin. On peut même sentir un déséquilibre du bateau maintenant. Ça veut dire je borde trop mon phoque, mon bateau devient mou, ou à l'envers c'est plus courant, le bateau est ardent, il a tendance à loffer, à aller vers le vent tout le temps. Une barre franche, il faut tirer tout le temps un peu dessus, c'est presque désagréable, mais on tire toujours un peu dessus. Et sur le joystick, on sent ça maintenant. Donc on peut dire au régleur de voile, vous êtes en déséquilibre comme ça, il faut changer quelque chose. Moi, je dois tirer sur la barre tout le temps, donc le handicapé peut sentir ça. Donc on enlève du problème de la barre franche tous les amplitudes de mouvement qu'ils ont les gens en situation de handicap et les forces. Donc on fait un petit doigt. Moi, je fais ça souvent comme ça, je prends en main comme ça, je prends à la base le joystick et on peut barrer tout en finesse en sentant le gros voilier qui fait entre 3,65 m et 13 mètres avec ce qu'on a essayé. Du coup, tu as un joystick motorisé avec retour de force à l'intérieur? Non, mais on sent quand même le retour de force parce que là-dedans, il y a juste un ressort. Et cette force de ressort, elle correspond à la pression des filets d'eau sur le safran. Donc, c'est peut-être pas correct au niveau proportion des forces, mais on sent quand même. On n'a pas besoin d'un vrai joystick de retour de force. Je vais éteindre ça. Tu peux le poser, merci. Ça, c'était un peu les systèmes au début, sauf que là, il est intégré dans une valise qui fait que
On peut aller sur l'un ou l'autre bateau, faire des démonstrations, il faut juste adapter, improviser quelque chose pour la mécanique et on essaye sur d'autres bateaux. Ça, on avait tout au début. Et là, derrière, venaient les gens qui faisaient beaucoup de voiles avec des handicapés ou des handicapés dans les clubs handi-valides, handi-voile, comme ils s'appellent. C'est souvent mélangé entre valides et handicapés moteurs. Ils demandaient à piloter au joystick des bateaux plus petits où ils sont tout seuls dessus. Là, on fait la partie simple, on fait que la barre. Mais sur les mini-J, par exemple, ou les classes Access, on doit faire les voiles aussi parce qu'il n'y a personne qui peut faire le reste. Et c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, ça fait 3 ans qu'on a travaillé sur des winches électriques. Et là, on voit notre dernier prototype qui doit être du genre le 4e ou le 5e de la série. Et s'il veut bien fonctionner, il est capable de soulever la batterie qui pèse, ça c'est un exemple, elle pèse entre 17 et 18 kilos quand même. Donc je peux la soulever lentement ou relativement vite quand même. Je peux la faire tomber et la rattraper. Voilà, je ne l'ai pas rattrapée, ça a fait boum. Mais la mécanique est assez costaud et le moteur aussi pour la rattraper en cours de vol. Donc là, comme c'est tout du logiciel, on peut programmer, configurer sur combien de centimètres il arrête. Là, il arrête sur 1-2 cm pour pas trop faire des gros coups parce que sinon on arracherait les rivets sur les fixations. Mais on essaie, dans ma cave, je l'ai arrêté net, ça fait des gros bruits. La machine le supporte, mais j'ai peur pour tout ce qu'on a fixé autour, quoi. Donc on cherche un compromis pour pas tout casser. Hier soir, j'ai fait des manips avec un pack d'eau. Et donc on fait tranquillement, on arrive à le faire, mais si on arrête net, ça décompose le pack d'eau juste du choc d'arrêt. Donc vous n'avez pas vu cette manip-là parce que j'ai pas eu le temps de trouver un pack d'eau vite fait, sinon je vous aurais refait ça. Si quelqu'un veut jouer, ça c'est la fin de mon exposé, j'ai écrit dessus, ça va plus marcher, il s'endort, je ne sais pas ce qui passe. Est-ce que vous avez des questions ? À part ceux que vous avez déjà posés. Non, c'est bien. Celui-là, tu peux le transposer sur d'autres bateaux, mais celui-là, par contre, il doit être fixé sur un bateau. Celui-là, on a un système de tiroir, donc il y a un support qu'on monte sur le bateau. Et une fois qu'on a ça, ça prend 5 minutes à le monter. On le glisse là-dedans, il se met dans... Si vous regardez de près, il y a la plaque de base qui est un peu plus grande. Elle se glisse en haut et en bas dedans et il est fixé, il reste à sa place. Le câble sur mon système d'alim, sur ma batterie, mon hub bus. Et donc on peut l'utiliser sur 1, 2, 3 bateaux. Ouais, pour lui, j'avais pas forcément compris ça. Pour lui, j'avais compris, mais l'autre, j'étais pas sûr. D'accord. Oui, donc normalement sur un mini-J, on en prend 2 comme ça. Un 3e où on monte à la place de la poulie ici. Juste un bras qui fait servomoteur après. C'est un peu sûr de mentionner, il va falloir faire un modèle plus léger pour la barre parce qu'on n'a pas besoin de tirer 20 kg sur la barre d'un mini-J à 3,65 m. Mais ça fonctionne, quoi, c'est le même système. Et après, c'est modulaire. Le mini-J, on rajoute le récepteur de télécommande. Il est télécommandable. On rajoute un capteur tête de main ultrason, vent, gîte, GPS et un petit Raspberry Pi ou un petit ordi. On l'a mis dans une valise comme celle-là. On met sur le bus et on met là-dessus. C'était fait avec l'Enstar qui en fait le logiciel du bateau d'Ifremer. Donc on a les algorithmes, on peut faire naviguer le bateau tout seul. Ça devient rapidement adaptable à plein d'idées qu'on peut avoir autour d'un système une fois qu'il est robotisé. Voilà. Vous me libérez. Merci.